Ils sont 180 migrants secourus en mer par un navire italien depuis jeudi dernier. Et l'Italie n'en veut pas et en appelle à l'Europe. Un scénario vu et revu. Bonsoir Étienne Dubuis. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien suisse Le Temps. Vous avez décidé d'aller à la rencontre de ces migrants. Alors j'évoquais ces migrants en particulier parce que c'est un scénario qu'on a vu et revu notamment avec l'Aquarius. Et vous êtes allé en Italie, à la rencontre donc de ces migrants africains. Des témoignages à lire donc dans votre dernier livre, Le Naufragé, paru aux éditions Terrain du siècle. Pourquoi avoir choisi des migrants africains? Vous auriez pu être beaucoup plus vaste. Pourquoi avoir choisi ces migrants-là? Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je pense que ce sont les migrants les moins bien perçus. Les Syriens sont considérés comme des réfugiés de la violence ou des réfugiés politiques, donc comme des victimes. Les migrants ouest-africains sont considérés, souvent à juste titre d'ailleurs, au moins partiellement comme des réfugiés économiques, donc comme des opportunistes. Donc ils sont moins bien perçus que les réfugiés de la violence ou les réfugiés politiques. Puis la deuxième raison, c'est que je pense que les migrants ouest-africains à l'avenir seront les plus nombreux à venir. Les Syriens, une fois que la guerre en Syrie sera terminée, c'est peut-être une question de mois ou de quelques années, ne viendront certainement pas en grand nombre. Alors que les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest viennent pour des raisons qui sont beaucoup plus durables, qui tiennent au mal-développement, à la mal-gouvernance, et donc seront très nombreux à venir pendant longtemps ici en Europe. Alors votre livre, c'est vraiment une succession de témoignages. Alors pourquoi avoir choisi cette forme? C'est-à-dire voilà, de livrer la parole d'Aliou, Jonah, Diallo, des noms d'emprunt, on l'imagine bien. Mais pourquoi ces témoignages? J'ai beaucoup écrit sur les migrations, je n'étais pas très satisfait de ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que lorsque j'écrivais sur les migrations, je parlais beaucoup de nous, c'est-à-dire de la façon dont les Européens recevaient les migrants, des réticences que nous avions, des peurs que nous avions face à l'arrivée de ces gens, ou bien alors, quand je parlais des migrants, c'était souvent de façon presque physique, comme si je parlais d'un phénomène physique, c'est-à-dire je parlais de vagues, d'afflux, de masses de migrants qui arrivaient, ou alors je parlais de chiffres. Et ça me paraissait terriblement déshumanisé. Et je me suis dit que finalement, pour compenser un petit peu l'approche que j'avais jusqu'à présent, il était bien d'humaniser ces migrants et donc de leur donner la parole, de leur donner une voix, de leur donner un visage. Et un prénom. Alors justement, ça a été compliqué de les convaincre de se confier? C'était plus ou moins compliqué. Lorsque j'ai commencé mon travail, j'ai eu accès relativement facilement à des hommes jeunes, 20, 25 ans, qui étaient arrivés depuis quelques mois ou une année en Sicile où j'ai travaillé. Par contre, il y a certaines catégories qui ont été beaucoup plus difficiles à approcher. Et après un moment, j'avais envie d'interviewer non seulement des jeunes hommes, mais aussi des mineurs, aussi des femmes, aussi d'autres catégories encore, comme des personnes qui avaient eu des problèmes sociaux particuliers en Afrique de l'Ouest. Alors ça, c'était beaucoup plus difficile. Et le plus difficile, c'était les femmes. D'ailleurs, les témoignages de femmes sont extrêmement forts, hein, on va y revenir. Alors, vous avez choisi un mode chronologique, c'est-à-dire qu'on commence déjà par les raisons du départ. Et c'est vrai que là, ils le disent, ils le reconnaissent, souvent ce sont des raisons économiques. Ils veulent mieux gagner leur vie, tout simplement. Oui, je vais nuancer un petit peu. Il y a des raisons économiques. La toile de fond, c'est évidemment une sorte de misère. Mais j'ai été frappé par le nombre de personnes qui évoquaient des raisons sociales aussi. Le cas le plus flagrant, ce sont les femmes très jeunes, que leur famille veut marier à des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Quelqu'un cite une fois un homme qui a 35 ans de plus qu'elle ne connaît pas. Elle est à Abidjan, l'homme est au village, et sa famille veut la marier avec cet homme. Et j'ai rencontré un certain nombre de femmes qui s'étaient retrouvées dans cette situation et qui étaient parties pour échapper à cette condition-là. Puis de façon plus générale, ces raisons sociales touchent aussi les hommes, dans le sens où beaucoup d'hommes partent un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression du groupe que cette pression leur est devenue insupportable. Alors il ne s'agit pas de mariage, quoique parfois les hommes sont aussi mariés de manière forcée, sans vraiment choisir. Mais il s'agit d'une telle pression du groupe que les hommes ont l'impression qu'ils ne pourront pas vivre leur vie s'ils restent là où ils ont vécu. D'ailleurs, parfois, ils sont obligés de partir en couple. Hein, parfois, la femme est enceinte. Et là, on se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment au courant? Parce que parfois, c'est un argument qui est mis en avant, c'est-à-dire qu'il y a des filières, que tout le monde sait comment ça se passe. Et là, quand on lit ces témoignages, on voit que parfois, ils partent vraiment à l'aventure. C'est ce qui m'a étonné, c'est le nombre de gens qui ne savaient pas très bien où ils allaient. Alors, certains choisissent déjà l'Europe, d'autres choisissent même pas l'Europe comme destination, mais errent en Afrique de l'Ouest, d'une grande ville à une autre, et puis peu à peu sont inspirés par l'Afrique du Nord, soit par l'Algérie, soit par la Libye, finalement se retrouvent en Europe. Mais
parmi tous ces gens, ceux qui choisissent l'Europe comme destination finale dès le départ ou ceux qui choisissent d'autres destinations au départ, j'ai été frappé par le nombre de gens qui étaient très peu informés. J'ai eu une grande exception par rapport à ça, c'est quelqu'un qui, au contraire, s'était informé parfaitement sur les régions invitées, sur les régions où, au contraire, il fallait s'arrêter pour travailler, etc., etc. Et il a fait un voyage qui reste dangereux, qui reste difficile, mais où le pire lui a été épargné. Le pire, alors on va y venir au pire, c'est-à-dire qu'il y a de la violence partout, tout le temps, ou presque. Alors la violence et le racket, en fait. Enfin, les migrants passent leur vie à essayer d'échapper à tous ceux qui veulent les racketter, à commencer par les forces de l'ordre. Alors ça, on a l'impression que c'est des évidences, mais quand on le lit, ça devient tellement impressionnant. C'est très frappant, oui. Déjà, la traversée du Sahel, dont on parle très peu, voire jamais, est déjà très difficile pour beaucoup de ces migrants. Il y a beaucoup de barrages, des forces de l'ordre, de gens qu'un de mes interlocuteurs appelle les corps habillés, c'est-à-dire c'est les policiers, c'est les militaires, des barrages incessants où il faut chaque fois donner quelque chose. Et quand on ne veut pas donner ou quand on essaye de cacher le peu d'argent qu'on a sur soi, des mauvais traitements suivent très souvent. Quand on est une femme, c'est encore pire, parce que vous l'expliquez, des femmes témoignent, des hommes témoignent, ils sont obligés de laisser faire, c'est-à-dire de laisser des viols se commettre. Et ça, ce sont des témoignages qui reviennent très souvent. Oui, alors les viols commencent à partir du moment où les migrants arrivent dans le Sahara. La traversée du Sahara est très difficile pour toutes sortes de raisons. Mais une des raisons pour lesquelles elle est particulièrement pénible pour les femmes, c'est que les femmes se retrouvent en fait à la merci des chauffeurs. Et les chauffeurs abusent très souvent de leur pouvoir à ce moment-là. Et parfois, ils abandonnent ceux qui les emmènent, ils les abandonnent en plein désert. Là aussi, il y a des témoignages. Alors, ce qui est aussi réconfortant, presque, c'est la solidarité. Il y a vraiment un côté solidaire. Il y a un témoignage d'une personne que vous interviewez qui dit qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et ça, c'était très fort, cette solidarité? Il y avait une certaine solidarité, oui, qui avait des limites, parce que je pense que cette longue traversée, c'est d'abord une lutte pour sa survie personnelle. Et autant il y a des gestes de solidarité, autant à certains moments, les migrants que j'ai interviewés me disaient, là, c'était le chacun pour soi, parce qu'il fallait juste survivre. Et on avait juste la force de s'en tirer soi-même. On ne pouvait plus aider les autres. Mais il y a quelques beaux personnages, effectivement, je pense, qui apparaissent dans le livre. Je pense à un vieux Peul, par exemple, qui a sorti d'embarras quelqu'un qui était bloqué à la frontière entre le Burkina et le Niger, qui l'a hébergé, qui l'a nourri, qui lui a donné un peu d'argent, qui lui a permis de repartir. Tout à la fin aussi, quand on aborde la mer, il y a un personnage admirable qui, à un moment où un canot qui était en train d'être secouru risquait d'être chaviré, a pris la direction des événements avec un grand calme, une grande autorité, et puis a sauvé ses compagnons. Et puis tout dépend aussi parfois si on parle français ou si on parle anglais. L'une des personnes dit que les Ghanéens, par exemple, eux sont rackettés parce qu'ils parlent anglais. Ça, c'est vrai que c'est assez étonnant aussi, cette espèce de différence qui est faite. Oui, il y a une logique nationale qui va dans les deux sens. Des fois, elle vous dessert, des fois, elle vous sert. Elle vous sert parce qu'elle forme des réseaux de solidarité, mais elle vous desservent parfois parce que dans certains pays, telle ou telle nationalité sont moins bien vues que d'autres. Alors, beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles se retrouvent en Libye. Et alors là, on a l'impression d'assister au Far West. Tous les témoignages concordent, la violence, le racisme. Là, la Libye, c'était vraiment un passage obligé. C'est un vrai cauchemar pour les migrants, la Libye. La Libye, ils la découvrent lorsqu'ils ont traversé le plus dur du Sahara. Et ils pensent souvent en arrivant en Libye qu'ils sont tirés d'affaire. Et en fait, c'est le début d'un cauchemar, pire que tout ce qu'ils ont vécu encore. Ils sont pratiquement tous dépouillés de tout ce qu'ils ont. Et à partir du moment où ils n'ont plus rien, on leur demande encore. Alors on leur demande avec des moyens qui sont terrifiants. Par exemple, on enferme un certain nombre de gens, on appelle leur famille et en direct, si j'ose dire, on torture ces gens pour que la famille entende bien les cris et envoie de l'argent. Ceux qui ne peuvent pas recourir à ce moyen-là sont contraints à un travail forcé qui confine à l'esclavage pendant 1 année ou 2 ans, souvent sans être payés du tout. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils évitent la Libye? C'est-à-dire qu'au début, même, on se demande s'ils connaissent certains pays, notamment la Libye. Ils pensent que c'est un peu l'Eldorado. Là aussi, est-ce que c'est en discutant avec toutes ces personnes, est-ce que ils sont en train de comprendre que la Libye, c'est l'enfer? Alors c'est l'enfer, mais c'est en même temps un pays qui a beaucoup d'argent. Donc les migrants qui partent quand même pour gagner de l'argent, faire fortune, gagner un peu d'argent, sont très attirés par la Libye. Et là aussi, on remarque que beaucoup d'entre eux n'étaient pas bien informés, c'est-à-dire ils ont entendu parler en général d'un pays en guerre, mais ils ne se rendent pas compte de quelle guerre il s'agit. Ce n'est pas juste un front quelque part, c'est un chaos partout.
Et dans ce cas-là, la vie pour les migrants est particulièrement compliquée. Et vous terminez donc cette série de témoignages avec la mer, c'est-à-dire prendre la mer pour rallier l'Europe. Là, on comprend aussi que les passeurs, il y a toute une stratégie qui est mise en place pour que les passeurs ne se fassent pas prendre. Alors expliquez-nous. Les passeurs, en fait, ne font pas la traversée. Ils choisissent au départ une ou deux personnes qui conduiront les autres migrants. Ils doivent choisir essentiellement deux personnes, un conducteur, quelqu'un qui va conduire la barque, et puis quelqu'un qui va tenir la boussole. Ces gens souvent sont volontaires parce qu'ils obtiennent le passage de cette façon-là sans avoir à le payer. Mais d'autres ne sont même pas volontaires. C'est-à-dire on les contraint à prendre le gouvernail, on les contraint à prendre un GPS ou une boussole et ils n'ont pas le choix. Et à l'arrivée, souvent en Italie, lorsqu'ils ont été repérés, ils sont arrêtés et ils sont décomptés parmi les passeurs que l'Italie a arrêtés. En fait, il ne s'agit pas de passeurs, il s'agit de gens qui sont victimes aussi des passeurs. Et ils savent exactement quand il faut arrêter le bateau. Ça aussi, il y a des témoignages, c'est-à-dire savoir quand on est dans les eaux internationales. Là, on peut vraiment parler d'un système qui a été très, très bien échafaudé. Alors, les passeurs, oui, leur disent ce genre de choses. C'est-à-dire, ils mettent, par exemple, dans les mains d'un migrant un téléphone et puis ils lui disent, après 2 heures de route, quand le soleil se lève, tu appuies sur ce bouton et sur ce bouton. Le premier bouton, c'est un appel à la marine italienne, à l'époque. Et le deuxième bouton, c'était pour donner la position, pour dire nous sommes là. Est-ce qu'ils sont prêts à repartir? Parce que là, ils ont souvent été refoulés. Est-ce qu'ils sont prêts à repartir, à retenter l'aventure? Tous ceux et celles que vous avez rencontrés? Qui sont refoulés où, vous entendez? Enfin, là, ils sont en Sicile, ils sont dans des centres, pour l'instant, voilà. Mais est-ce qu'ils ont envie de partir? Est-ce qu'ils ne regrettent pas? Est-ce qu'ils se sont confiés à vous? Alors, certains le regrettent. La plupart sont juste contents d'être arrivés, mais sont harassés. Et puis, c'est une autre aventure qui commence, qui est aussi cruelle. Il y a une forte déshumanisation de ces gens en Libye. Vous en avez parlé vous-même, à travers le racisme, par exemple, plus les traitements très dégradants qu'ils subissent. En Europe, une autre forme de déshumanisation qui est peut-être un petit peu plus soft, qui est un peu moins physique, mais ils se retrouvent dans un trou. Ils se retrouvent souvent après quelques mois, une fois que les démarches premières sont passées, ils se retrouvent sans papier, ils se retrouvent sans toit, ils se retrouvent sans rien. Et est-ce qu'ils ont conscience du rejet dont ils font l'objet? Bien sûr, très fort, très fort. Eh bien, merci beaucoup, Étienne Dubuis, d'être venu dans 64 minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les naufragés, l'Odyssée des migrants africains. C'est donc au terrain du siècle. Voilà, des témoignages extrêmement forts, voilà, pour, comme vous l'avez dit, personnaliser ces personnes que l'on voit sur des bateaux. Et c'est extrêmement intéressant à lire. Merci d'être venu dans 64 minutes.